Conakry, le 20 août 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. La 45e session de la deuxième zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, se tient à Conakry. La rencontre vise à œuvrer au respect des critères de convergence. Le gouverneur de la Banque centrale de la République sera dans ce journal. Présentation ce mardi au ministère des Mines de l'étude de faisabilité de l'infrastructure ferroviaire de 150 km du projet TBA. Le chemin de fer permettra de relier la préfecture de Télimélé jusqu'au large de Bofa. Et puis, la Guinée n'oublie pas ses grands hommes de culture. Aboubacar Demba Camara du BMH national, l'enfant prodige de Saraya, vient d'être honoré dans son village natal à travers une stèle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après les travaux des experts de l'AMAO, l'Agence monétaire ouest-africaine et du Collège des superviseurs, la 45e session de la deuxième zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce mardi à Conakry. L'objectif est d'œuvrer de manière efficace et fiable au respect des critères de convergence. Les précisions dans ce reportage de Boubacar Ba. 4 discours ont marqué l'ouverture de cette 45e session de la deuxième zone monétaire de l'Ouest africain, dont l'objectif principal est d'aboutir à la création d'une monnaie et une banque CEDEAO en 2020. Pour y arriver, 6 critères fondamentaux, dont 4 prioritaires, devraient être réalisés. En date, des efforts louables ont été consentis par les États membres. Nombreux sont les pays qui ont réalisé les 4 critères sur 6. Par exemple, sur les 6 pays de la ZMAO, 3 ont atteint les 5 points de convergence avec le Ghana en tête. La Sierra Leone, elle, a respecté les réserves de change et raté l'inflation. Le Nigeria et la Gambie ont respecté 3 critères, mais la Gambie a raté le critère sur la dette publique. Le Libéria a raté l'inflation et les réserves de change. Dans le cadre de l'intégration, le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée sont à jour. Seule difficulté, ces repères et mesures de convergence aussi en dents de scie. Un pays peut atteindre 5 des 6 critères aujourd'hui et chuter d'1 ou de 2 points 6 mois après l'échéance. Une situation pour la plupart due au climat sociopolitique et les facteurs exogènes. Le représentant de la communauté des 14 États membres et le président du comité technique de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, IMAO, ont, dans leur discours de circonstance, encouragé les experts des pays membres à renforcer leurs efforts pour limiter le déficit fiscal, lutter contre l'inflation, mobiliser les réserves de change nécessaires pour une meilleure intégration des échanges entre les États membres. Le représentant de la CEDEAO a émis le souhait qu'une feuille de route soit mise en place afin d'atteindre les objectifs de l'Union monétaire. La directrice générale de l'IMAO a pour sa part dressé un bilan exhaustif des résultats enregistrés de juin 2019 à nos jours et exhorté les pays membres à mettre en place un cadre de partage d'expériences pour faciliter le processus d'intégration. Elle souhaite également que chaque pays membre prenne en charge les frais de déplacement y afférents. Madame Gozi a fait remarquer que le taux de change nominal dans la zone démontre que notre monnaie est dépréciée. Aucun pays n'a encore rempli les critères de convergence. Dans son discours d'ouverture, la secrétaire générale du département des finances s'est réjouie des progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques économiques en phase avec les exigences liées au programme. Justement, à ce sujet, à quel niveau se trouve la Guinée dans l'atteinte des critères de convergence, des précisions avec la secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances, et est au micro de notre reporter Boubacar Ba. La Guinée a enregistré sur la période 2016-2018 un taux de croissance annuel moyen de 8,9% dans un contexte marqué par un taux d'inflation inférieur à 10%, un déficit budgétaire de moins de 3% du PIB et un solde de transactions courantes soutenable. En effet, le pays respecte depuis 2016 5 des 6 critères de convergence de la CEDEAO et de la ZMAO. Seul le critère relatif aux réserves brutes de change en mois d'importation de biens et services n'est pas respecté. Est-il utile de rappeler que le comité technique de la ZMAO représente une boussole dans la marche vers l'atteinte des objectifs fixés par les plus hautes autorités de la zone? C'est pourquoi je reste convaincu que, comme par le passé, les résultats de vos délibérations permettront au Conseil de convergence de prendre des décisions qui contribueront à réaliser des avancées significatives vers l'atteinte des objectifs de notre zone.
Voilà, je vous disais en titre, sur ce plateau, nous recevons le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, M. Lousseni Nabé. Bonsoir. Bonsoir, M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les réunions statutaires de l'Agence monétaire de l'Afrique et de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, se tiennent en ce moment même ici à Conakry. Mais quels sont les enjeux de ces rencontres? Merci beaucoup, M. Souma, de m'avoir invité pour cette occasion-là qui est extrêmement importante dans l'évolution économique, financière et monétaire de notre sous-région. Avant d'aborder la question proprement dite que vous avez posée, je voudrais rappeler un contexte qui veut que, d'une manière semestrielle, les réunions conjointes de la ZMAO et de l'AMAO se tiennent pour essayer de faire le point des performances atteintes par les différents pays dans le cadre de la réalisation du programme de coopération monétaire. Ces réunions se tiennent, comme je l'ai dit, semestriellement. Elles peuvent se tenir ensemble comme cela se fait maintenant. On les appelle en ce moment les réunions conjointes ou se faire différemment dans différents pays et à différents moments. Donc pour revenir à votre question, je veux dire que les enjeux, tels que je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est faire le point des performances des différents pays et surtout dans la perspective de la monnaie unique qui arrive à grands pas, pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement en août dernier ont décidé à Abuja de mettre les bouchées doubles et de faire en sorte que la monnaie unique de la CEDEAO puisse être une réalité à l'horizon 2020 déjà. Naturellement, pour cela, il faut qu'un certain nombre de critères de convergence soient atteints et que dans tous les cas, il y ait un engouement tel que effectivement le dynamisme insufflé par l'addition des chefs d'État puisse être concrétisé par les techniciens à la base que sont les banques centrales, mais aussi les ministres chargés des questions économiques et financières. Et puisque vous parlez d'ailleurs des critères de convergence, est-ce que la Guinée a rempli tous ces critères? Oui, enfin, je peux vous dire que la dernière évaluation qui date de décembre 2018 montre que la Guinée a atteint tous les critères sauf un seul critère concernait les réserves brutes de change. Mais à date, évalué en termes de mois d'importation, on est aujourd'hui à même de dire que ce critère-là aussi est atteint. Mais la question d'atteindre les critères à un moment donné est une chose. La question d'installer les critères dans la durée en est une autre. Nos efforts doivent porter maintenant dans le sens d'installer la réalisation des critères de performance dans la durée. Et pour cela, nous avons un programme à moyen terme qui correspond à peu de choses près au programme appuyé par la facilité élargie de crédit que nous conduisons avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Je peux vous assurer que des dispositions sont prises au niveau des ministères techniques. Je veux parler du ministère de l'économie et des finances, du ministère du budget, du ministère du plan et du développement économique et bien sûr de la Banque centrale pour que ces critères-là puissent être atteints de façon durable. Donc les efforts doivent se poursuivre. La Guinée, ou précisément la Banque centrale, est à quel niveau dans le processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO? Écoutez, c'est l'ensemble des personnalités, enfin, je veux dire, des institutions que j'ai citées tout à l'heure qui sont concernées par la réalisation de la monnaie unique parce que les critères dont nous parlons qui doivent conduire à la réalisation d'une monnaie unique au niveau de la CEDEAO concernent l'ensemble des ministères que j'ai indiqués et bien d'autres d'ailleurs, d'autres ministères et les populations tout entières. La Banque centrale de la République de Guinée participe en effet à toutes les réunions sur le programme de coopération monétaire depuis que ce programme a été initié par un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et elle participe aussi à tous les comités qui sont créés de façon spécifique sur tel ou tel aspect du domaine économique et financier. Je peux vous dire par exemple que en ce qui concerne le nom de la monnaie unique et le système de banque fédérale, de banque centrale, qui a en l'occurrence le système fédéral, la Banque centrale de la République Guinée, a pris une part active à toutes les réunions qui ont abouti aux propositions qui ont été faites après une consultation très transparente qui a été lancée au niveau de tous les pays de la CEDEAO. Donc la Banque centrale est au centre de ce processus-là, bien sûr, avec les ministères que j'ai indiqués. Et comme je vous l'ai dit, pour que notre pays puisse tirer le meilleur parti, il faudrait que, au-delà des institutions qui sont citées, que toute l'économie guinéenne, toute la population guinéenne s'approprie le processus d'intégration économique avec tout ce que cela comporte de formation, d'information, avec à la clé aussi la diversification de notre économie pour essayer de faire en sorte que notre économie
ouverte qu'elle sera ne soit pas seulement un marché, qu'elle puisse être aussi... Justement, monsieur le gouverneur, une dernière question. Quels sont les avantages économiques et monétaires liés à l'appartenance à une union monétaire? Écoutez, quand il y a un marché large de cette dimension-là, et naturellement la mobilité des services, des personnes, des capitaux, entraîne quand même une allocation rationnelle, de sorte qu'un pays qui s'organise en conséquence peut tirer le meilleur parti des potentialités naturelles qu'il a et puis aussi de l'organisation qu'il va mettre en place pour que son économie puisse être la plus attrayante possible pour les investisseurs, mais aussi que pour les produits qui sont fabriqués sur place et que ces produits aussi ne soient pas, disons, bridés, que la production ne soit pas bridée pour question de marché. Naturellement, ce sera un processus de concurrence loyale sur la base des intérêts mutuels qui sont en fait le principe de base de l'intégration dans notre sous-région. Monsieur Lousseni Nabi, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Souma. L'autre temps fort de cette édition, promotion et développement du secteur minier vers l'exploitation de la mine de bauxite de Photon, située entre Télimélé et Sangaredi. Le projet est géré par une société chinoise, TBA. L'exploitation de cette mine passe par la construction d'une ligne de chemin de fer de près de 150 km. Ce mardi, la société a présenté au ministère des Mines l'étude de faisabilité de l'infrastructure ferroviaire. Mamadi Terna Kamisoko a suivi cette présentation. Regardez. Le secteur minier comme catalyseur du développement intégré de la Guinée. Le gouvernement y tient fermement. Une nouvelle étude de faisabilité est présentée pour le projet de chemin de fer de la mine de Santou. Santou est situé entre Télimélé et Sangaredi. La future voie ferrée va déboucher sur Cap-Verda dans Bel Air. L'infrastructure de près de 150 km est évaluée à 730 millions de dollars. C'est un projet gigantesque. Aujourd'hui, nous sommes sur un élément important de cet ensemble des composantes, la composante chemin de fer. C'est un chemin de fer de 148 et environ 150 km donc. Les promoteurs du projet nous rassurent que cela va se faire dans une durée moins longue, en tout cas on l'espère. C'est tellement important que la partie de la Guinée, là où le projet se réalise, est une partie riche en bauxite, qui est un minerai en vrac, qui a besoin de ce transport-là. Donc la capacité de transport annuelle, c'est 30 millions de tonnes de bauxite, ainsi qu'un train de passagers chaque semaine. Ici, on considère aussi la mutualisation pour profiter des permis le long de tracé. Ça veut dire que ce chemin de fer va augmenter la capacité de transport pour les minerais de presque toute la Guinée. La construction de ce chemin de fer durera 24 mois. Elle va permettre le transport en grande quantité de la bauxite et par la même occasion procéder à l'élimination des camions dans le transport du minerai. C'est la première composante du projet minier pour l'exploitation de la bauxite de Santou. D'abord, nous avons un projet intégré en Guinée qui comprend une mine bauxitique au niveau de Santou, un chemin de fer, un port en eau profonde et aussi la centrale hydroélectrique de Amaria. Ainsi que pour la plus importante, c'est une raffinerie d'alumine. On va transformer la bauxite en alumine localement ici en Guinée, au lieu de faire exploiter simplement la bauxite. Des milliers d'emplois sont avec ce projet. Les semaines à venir, les partenaires comptent se mettre au travail pour le plus grand bénéfice des populations riveraines. Lutte contre le chômage des jeunes, le système des Nations Unies, l'ASCAD, Agence du service civique d'action pour le développement, ont signé un accord de partenariat. La convention vise à former 1000 jeunes en sécurité et prévention. Ce projet vient de démarrer ici à Conakry. Ça, un marathon de reportage. Ces 100 jeunes constituent la première cohorte du partenariat de formation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes signé le 5 mai dernier entre le Programme des Nations Unies et l'ASCAD, Agence du service civique d'action pour le développement. Ces jeunes déscolarisés et non scolarisés pour certains, diplômés pour d'autres, vont apprendre les techniques de prévention et de sécurité. Ce projet, c'est un projet de 1000 jeunes
c'est le départ pour ces 100 que vous voyez en face de vous et qui va s'étendre sur 900 jeunes, autres jeunes qui vont intégrer l'agence du service civique d'action pour le développement. La Guinée fait partie du groupe de pays qui ont été retenus pour bénéficier du financement dit de fonds fiduciaire de la Valette de l'Union européenne pour soutenir les initiatives dans les pays, faire en sorte que la jeunesse puisse avoir des opportunités d'emploi, d'abord se former à un savoir-être, c'est-à-dire respect des règles morales et citoyennes, faire en sorte qu'ils aient des compétences et des aptitudes pour exercer des professions dignes de leur permettre d'avoir des ressources à travers un emploi décent et faire en sorte aussi que l'économie guinéenne puisse bénéficier de ses bras les plus actifs à travers sa jeunesse. La formation et l'insertion socio-professionnelle de ces volontaires mobilisent au siège de l'ASCAD représentants du système des Nations Unies et cadres du ministère de la Jeunesse. Au terme de 9 mois de formation, ces jeunes devront acquérir des connaissances nécessaires en développement humain et des qualifications professionnelles qui garantissent leur insertion socio-économique. À ce jour, nous sommes persuadés que l'une des solutions à la migration irrégulière et au chômage des jeunes serait la création d'emplois, la mobilisation et l'implication de tous les acteurs nationaux et internationaux dans le processus de développement de leurs compétences. Par conséquent, le gouvernement guinéen est fortement engagé dans la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, comme en témoigne la présente initiative conjointe gouvernement PNUD Guinée à travers le programme Intégral. Nous travaillons tous ensemble avec le gouvernement de la Guinée pour la réinsertion sociale des jeunes. Et l'ASCAD est un excellent exemple de cette insertion parce qu'on a appris que beaucoup de jeunes, après leur formation ici, ont la possibilité de trouver un travail stable et alors peuvent gagner leur vie en Guinée sans être forcés de chercher des opportunités ailleurs. La formation de ces jeunes est l'un des volets du programme Intégral initié par le système des Nations Unies en faveur des jeunes. Objectif, offrir des opportunités d'employabilité aux jeunes et freiner l'immigration clandestine. L'ONG France-Guinée Coopération vient d'offrir des équipements à la protection civile. Ils sont destinés aux sapeurs-pompiers de la commune de Ratoma. Ce geste va renforcer les capacités opérationnelles des soldats du feu. Alpha Agaba. Des matériels de travail pour le tout nouveau service de secours et d'incendie de la commune de Ratoma. Il s'agit entre autres d'une ambulance, des motopompes et des tuyaux d'extinction. C'est une assistance de la représentante de l'ONG France-Guinée Coopération aux sapeurs-pompiers de la commune de Ratoma. Je profite de l'occasion pour demander aux autorités de vraiment nous aider parce que c'est la protection des biens, des populations, c'est la protection de tous. L'avantage, c'est que depuis quelques années, il y a des coopérants français. Donc c'est un plaisir que de travailler avec eux et ça m'aide beaucoup parce qu'on travaille en fait le coopérant français, le directeur général de protection civile, les pompiers ensemble. Donc on est plus efficace car le combat mené est toujours le même. En fait, les véhicules sont mis à disposition, mais on a des soucis pour embarquer et pour financer. Ce don vient répondre à un véritable besoin des sapeurs-pompiers. Il va renforcer les capacités opérationnelles de ces soldats du feu dans leur mission de porter assistance aux personnes en détresse et autres cas malheureux. Je vous rassure que ces matériels seront utilisés pour la protection de la population guinéenne contre les risques d'incendie, des accidents de circulation, les noyades, les épidémies et toute autre sinistre et catastrophe. À travers l'ONG France-Guinée Coopération, les unités de la protection civile avaient déjà bénéficié de 27 camions incendies, 7 ambulances et autres matériels de sauvetage. Ce qui avait permis à leur direction générale de décentraliser ses services de secours et d'incendie à Conakry et dans les régions administratives du pays. Rendons-nous à Kissidougou pour voir et apprécier les actions agricoles du président de l'Assemblée nationale. Honorable Claude Korikouyano s'intéresse à la culture du riz depuis plusieurs années. Il réalise des hectares de riz tous les ans. L'homme ambitionne de lutter efficacement contre la faim. Un exemple à suivre, Abdel Yallo.
Sur cette vaste plaine agricole située à Fermesado-Pombo, à Kissidougou, pousse du riz de variété CK90. Ce champ appartient au président du Parlement guinéen. Outre le riz, l'honorable Claude Korikondiano expérimente aussi d'autres cultures, notamment le gingembre, le haricot et la patate. Depuis plusieurs années, l'homme s'intéresse aux activités agricoles. Ma source d'inspiration, c'est mes origines, disons, villageoises, mes origines de cultivateur, parce que mon père était un grand cultivateur, chef de village pendant 30 ans, mais il était en même temps agriculteur et il vivait de la terre. Je suis né dans ces différents champs qu'il cultivait, dans ces différentes plantations. J'y suis né, j'y ai vécu, j'y ai grandi et l'habitude ne m'a jamais quitté. Dans un pays à forte potentialité agricole, l'honorable Claude Korikondiano invite les Guinéens à se retourner à la terre pour travailler en faveur de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Je voudrais demander à tous les Guinéens, de tous les âges, à l'âge où on est encore en activité, de comprendre qu'il est absolument indispensable de se livrer aux activités agricoles parce que ce sont des activités saines, parce que ce sont des activités qui permettent de générer des ressources, n'est-ce pas, et qui vous aident à nourrir d'autres qui n'ont pas eu la possibilité de faire ce que vous avez fait, premièrement. Et deuxièmement, si l'étendue de la superficie exploitée est assez grande, si ce que vous avez produit est assez importante, vous pouvez commercialiser pour essayer au moins d'équilibrer votre compte d'exploitation. Malgré ses responsabilités politiques et sociales, le président de l'Assemblée nationale reste très attaché aux activités du monde rural. Pour lui, le travail de la terre anoblit l'homme en luttant contre la famine. Le président de l'Assemblée nationale dans les champs de culture, un bel exemple à suivre. À présent, cap sur la localité de Somokoro, dans la préfecture de Kouroussa. Là-bas, les habitants sont dans une dynamique d'émulation pour booster le développement de leur village. À ce jour, des infrastructures sociales de base ont changé le visage de ce district de 10 000 âmes. Notre reporter, Abdul Karim Kamara, nous fait découvrir le village de Somokoro dans le Woulada. Images et commentaires, regardez. Dans la contrée du Woulada, le district de Somokoro. Il se niche entre les sous-préfectures de Sissela et de Banko. La localité devient aujourd'hui un modèle de développement communautaire. Le village est doté depuis plus de 5 ans de plusieurs infrastructures sociales de base. Des écoles d'enseignement général et franco-arabe construites. Un dispensaire sanitaire, une 3e mosquée, une maison de jeunes de 600 personnes, ainsi que 4 forages d'approvisionnement en eau potable pour le village. Derrière ces investissements, Ousmane Doré. Une chose que j'ai appris dans la pratique du développement, c'est que c'est les communautés à la base. On peut parler des milliards de financements, mais le tout participe à comment ces milliards changent la vie des populations. Je me suis dit que chez moi, particulièrement dans une communauté que j'ai choisie, que j'ai aimée, c'est chez mes mamans, chez mes oncles, et j'ai tenu à faire ces investissements que je vais continuer à faire, puisque le témoignage prouve que ce n'est pas des investissements virils. Ça touche la vie des populations, ça change leur vie et c'est cela le développement. Depuis des lustres, ces femmes occupent la rue principale de Somokoro pour vendre leurs condiments. Désormais, elles bénéficient de ce marché de 420 mètres carrés dont la capacité d'accueil est de 500 places. Une infrastructure à la mémoire de la mère du bienfaiteur. Si notre fils nous a dotés de ces bijoux, c'est parce qu'il a accepté d'aller à l'école. Une manière de prouver que la seule survie de l'homme, c'est le savoir. Tout ça là, c'est d'abord la collectivité qui devrait s'en occuper de cela. Et il faut savoir que la commune de Sissela
regorge plus de 13 districts aujourd'hui avec une population de 55 000 habitants. Donc si Dr Ousmane Doré travaille aujourd'hui dans un district comme Somokoro, ça allège la tâche de la collectivité. Ça nous motive désormais de dire à s'occuper, à faire face à d'autres activités qui n'ont pas touché encore dans d'autres districts. Mais Somokoro, il faut avouer que vraiment ça va ici aujourd'hui. Ici, ces réalisations témoignent de l'engagement des fils de Somokoro pour soutenir le développement à la base. Le village change progressivement de visage sur fond de solidarité retrouvée. Somokoro dans la dynamique du développement. Merci Karim. Dans la préfecture de Dabola, le débat sur le principe du changement de la constitution prend de l'ampleur. Ce matin, la question a fait l'objet de discussions à la maison des jeunes de la ville. Le oui semble remporter. Bamba Kamara, Mamadou Saliouba était de la partie. Ambiance timide au marché central de Dabola. Boutiques et magasins ont baissé les rideaux ce mardi. Tous ont rallié la maison des jeunes de la ville pour prendre part au débat sur le principe de changement constitutionnel. Les échanges sont pilotés par le collectif des enseignants pour la participation au débat national. Des citoyens de tous les bords politiques participent au débat et les avis sont souvent contradictoires. Nous avons su aujourd'hui que l'ancien ou la constitution qui nous gère maintenant là est entachée d'erreurs et de manquements. À travers les explications, nous l'avons su. Qu'on soit politique ou qu'on soit autre citoyen lambda de la Guinée, nous avons su aujourd'hui qu'il y a la nécessité de faire un changement de constitution en Guinée. Ça aurait été nécessaire de changer la constitution. Mais actuellement là où nous sommes, ce n'est pas permis de changer la constitution. Moi je voulais qu'on continue avec l'actuelle constitution. Parce que l'actuelle constitution permettra d'aller aux élections en 2020. Durant les débats parfois houleux, les juristes et les populations du Oulada ont passé en revue les imperfections de l'actuelle constitution. Les avantages d'aller vers une nouvelle loi fondamentale sont évoqués. Il y a eu des gens qui étaient très chauds, qui disaient que non, pourquoi pas on n'a pas changé la constitution en 2011, pourquoi le problème de changement n'est pas proposé en 2012 ni en 2013. Nous avons aussi prouvé par des exemples scientifiques qu'en aucun cas notre constitution du 7 mai démontre qu'il faut un délai alors pour le changement constitutionnel. Nous on pensait autrement, mais aujourd'hui on a su que nous étions dans l'obscurité. On était ségrégés, nous, la population, on ne le savait pas. Mais maintenant, ils veulent nous sortir de l'obscurité. Cette plateforme de débat citoyen a permis à toutes les couches sociales et les tendances politiques d'exprimer leurs avis sur cette question d'intérêt national. Le débat sur le projet de changement constitutionnel va se poursuivre dans d'autres localités du pays sous la conduite du collectif des enseignants pour la participation au débat national. La ville de Kankan est la prochaine étape. Passation de service au ministère de l'Agriculture. Le nouveau chef de cabinet, Mamadou Massankan, prend fonction et compte apporter sa touche au développement agricole et au désenclavement des zones de production. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image avec Aboubakar Yabi. Avec des engagements solennels de poursuivre le programme prioritaire présidentiel d'appui au développement rural, la nouvelle équipe dirigeante du cabinet du ministère de l'Agriculture est installée. Jusque-là, directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, Dr Famoui Beyavogui, est élevé au grade de secrétaire général du département. L'ex-directeur général du port autonome de Conakry, Mamadou Massankan, assume désormais la responsabilité de chef de cabinet de ce département stratégique. Ils sont nombreux, élus locaux, agents de santé et administrateurs territoriaux à être au rendez-vous de Kindia. Ces cadres renforcent leur capacité en gestion de l'administration et en santé communautaire. C'est une initiative de la Direction générale du Fonds de développement social et de solidarité.
L'idée est de réduire le taux de mortalité et de morbidité dans les préfectures de Dubreka, Télémélé et Kindia. D'un projet de la Banque mondiale qui a initié, qui dit qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, si on veut que la santé universelle, la santé soit à la disposition de tout le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas y accéder parce qu'ils n'ont pas de financement. Le projet avec la Banque mondiale, le ministère de la Santé, ce projet-là a initié cette sous-composante de faire en sorte que toutes ces personnes, que ces catégories de vulnérabilité de nos cités, soient soutenues sanitairement. La prévention de la radicalisation et de l'extrémisme en Guinée est toujours au centre des préoccupations du secrétariat général aux affaires religieuses. Récemment, avec certaines structures islamiques du pays, il a entamé un nouveau projet qui vise à identifier le nombre de mosquées et de foyers islamiques du pays. Une autre manière pour ces autorités religieuses de mieux contrôler le rôle des imams en faveur de la lutte contre toute forme de menace à la quiétude sociale dans la cité. Ce projet se déroule en deux phases. La première phase, c'est d'établir une cartographie des différentes mosquées en République de Guinée, plus précisément dans 13 préfectures de l'intérieur, plus la zone spéciale de Conakry, et en même temps les foyers coraniques. En fin de projet, nous devons pouvoir avec justesse dire le nombre de mosquées et le nombre de foyers coraniques que nous avons dans ces différents lieux. Et puis en plus bref, le centre d'accueil de Mandiana, construit par le président de la République, professeur Alpha Condé, a désormais à son sein une boîte de nuit digne de nom pour le bonheur des habitants de Mandiana. Nous y reviendrons. Culture, Aboubakar Demba Camara, l'enfant prodige de Saraya, d'Ankourossa, vient d'être honoré dans son village natal. Et une stèle rappelle désormais la grandeur du chanteur du célèbre Bembéa Jazz National. La stèle est érigée par les femmes volontaires de Kourossa. La Guinée n'oublie pas aussi ses grands hommes de culture. Voici le reportage signé de Moussa Mikini Camara et Fodé Camara. Regardez. À 64 km de Kouroussa, le district de Saraya a vu naître et grandir le dragon de la chanson africaine, Aboubakar Demba Camara. 46 ans après la disparition de ce fulgurant chanteur, une stèle perpétue sa renommée au cœur de son village natal. Avec l'orchestre Bembéa Jazz National et International, Demba a marqué à jamais l'histoire de la musique moderne guinéenne et africaine de 1963 à 1973. Nous voulons que les jeunes apprennent sa musique, que les jeunes voient sa stèle, ceux qui ne l'ont pas connu, et que les jeunes prennent l'exemple sur lui, qu'il était icône de la musique guinéenne, que les jeunes prennent l'exemple sur lui, ne pas chanter pour chanter, mais chanter pour que tu sois écouté même 46 ans après. Au jour d'aujourd'hui, on met un morceau de Aboubakar Demba Camara, tout le monde est sidéré et tout le monde est intéressé. C'est un symbole incommensurable, un symbole pas de la chanson, mais un symbole de la culture. Demba, c'est la chanson. Demba, c'est l'orchestre moderne. Mais Demba, c'est celui qui a fait la symbiose entre le moderne et le traditionnel. Demba est considéré comme le meilleur chanteur guinéen de tous les temps. Des tubes tels que Mami Wata ou Whisky Soda transcendent le temps. Artiste polyvalent, aussi bien à l'aise avec le jazz, la salsa ou les rythmes du terroir, Demba vit et chante dans l'esprit de ses fans et de ses proches. Demba a été un homme populaire, il a aimé aussi sa ville, il a aimé son village parce que dans un de ses morceaux, il parle de Saraïba, donc ça veut dire tout simplement que Demba était un patriote. Depuis son décès jusqu'à maintenant là, j'ai eu beaucoup de chanteurs, mais je n'ai pas vu un chanteur avec qui on se communique sur la scène. L'immortel que les femmes volontaires honorent a connu un chemin ordinaire qui l'a pourtant mené à la gloire. Ébéniste de formation à Cancan, Demba était un bègue, timide et réservé, qui a explosé à la rencontre du Bembéa au début des années 60. En 1964, il remporte avec l'orchestre la médaille d'or du Festival national. Le début d'un succès fulgurant que le monde et son Saraya natal entretiennent encore avec respect et admiration.
Aboubacar Demba Camara, immortalisé dans son village natal à travers une stèle. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.